Gouge, adresse au tribunal révolutionnaire, septembre 1793. Tribunal redoutable, devant lequel frémit le crime et l'innocence même, j'invoque ta rigueur, si je suis coupable. Mais écoute la vérité. L'ignorance et la mauvaise foi sont enfin parvenus à me traduire devant toi. Je ne cherchais pas cet éclat. Contente d'avoir servi, dans l'obscurité, la cause du peuple, j'attendais avec modestie et fierté une couronne distinguée que la postérité seule peut donner, à juste titre, à ceux qui ont bien mérité de la patrie. Pour obtenir cette couronne éclatante, il me fallait sans doute être en butte à la plus noire des persécutions. Il fallait encore plus. Il me fallait combattre la calomnie, l'envie et triompher de l'ingratitude. Une conscience pure et imperturbable. Voilà mon défenseur. Pâlissez, vil délateur. Votre règne passe, comme celui des tyrans. Apôtre de l'anarchie des massacres, je vous ai dénoncé depuis longtemps à l'humanité. Voilà ce que vous n'avez pas pu me pardonner. Vieux esclaves des préjugés de l'ancien régime, valets gagés de la cour, républicains de 4 jours, il vous sied bien d'inculper une femme née avec un grand caractère et une âme vraiment républicaine. Vous me forcez à tirer vanité de ces avantages, dons précieux de la nature, de ma vie privée et de mes travaux patriotiques. Les tâches que vous avez imprimées à la nation française ne peuvent être lavées que par votre sang, que la loi fera bientôt couler sur l'échafaud. En me précipitant dans les cachots, vous avez prétendu vous défaire d'une surveillance nuisible à vos complots. Frémissez, tyran moderne. Ma voix se fera entendre du fond de mon sépulcre. Mon audace vous met à pifère. C'est avec le courage et les armes de la probité que je vous demande compte de la tyrannie que vous exercez sur les vrais soutiens de la patrie. Et vous, magistrats qui allez me juger, apprenez à me connaître. Ennemis de l'intrigue, loin des systèmes, des partis qui ont divisé la France au milieu du choc des passions, je me suis frayé une route nouvelle. Je n'ai vu que d'après mes yeux. Je n'ai servi mon pays que d'après mon âme. J'ai bravé les sots, j'ai frondé les méchants, et j'ai sacrifié ma fortune entière à la Révolution. Quel est le mobile qui a dirigé les hommes qui m'ont impliqué dans une affaire criminelle? La haine et l'imposture. Robespierre m'a toujours paru un ambitieux, sans génie, sans âme. Je l'ai vu toujours prêt à sacrifier la nation entière pour parvenir à la dictature. Je n'ai pu supporter cette ambition folle et sanguinaire, et je l'ai poursuivie, comme j'ai poursuivi les tyrans. La haine de ce lâche ennemi s'est cachée longtemps sous la cendre, et depuis, lui et ses adhérents attendaient avec avidité le moment favorable de me sacrifier à sa vengeance. Les Français, sans doute, n'ont pas oublié ce que j'ai fait de grand et d'utile pour la patrie. J'ai vu depuis longtemps le péril imminent qui la menace, et j'ai voulu, par un nouvel effort, la servir. Le projet des 3 urnes développé dans un placard m'a paru le seul moyen de la sauver, et ce projet est le prétexte de ma détention. Les lois républicaines nous promettaient qu'aucune autorité illégale ne frapperait les citoyens. Cependant, un acte arbitraire, tel que les inquisiteurs, même de l'Ancien Régime, aurait rougi d'exercer sur les productions de l'esprit humain, vient de me ravir ma liberté, au milieu d'un peuple libre. À l'article 7 de la Constitution,
La liberté des opinions et de la presse n'est-elle pas consacrée comme le plus précieux patrimoine de l'homme? Ces droits, ce patrimoine, la Constitution même, ne seraient-ils que des phrases vagues et ne présenteraient-ils que des sens illusoires? Hélas, j'en fais la triste expérience. Républicains, écoutez-moi jusqu'au bout, avec attention. Depuis un mois, je suis au fer. J'étais déjà jugé, avant d'être envoyé au tribunal révolutionnaire par le sang et drain de Robespierre, qui avait décidé que dans 8 jours, je serais guillotiné. Mon innocence, mon énergie et l'atrocité de ma détention ont fait faire sans doute à ce conciliabule de sang de nouvelles réflexions. Il a senti qu'il n'était pas aisé d'inculper un être tel que moi, et qu'il lui serait difficile de se laver d'un semblable attentat. Il a trouvé plus naturel de me faire passer pour folle. Folle ou raisonnable, je n'ai jamais cessé de faire le bien de mon pays. Vous n'effacerez jamais ce bien. Et malgré vous, votre tyrannie même le transmettra en caractères ineffaçables chez les peuples les plus reculés. Mais ce sont vos actes arbitraires et vos cyniques atrocités qu'il faut dénoncer à l'humanité et à la postérité. Votre modification de mon arrêt de mort produira un jour un sujet de drame bien intéressant. Mais je continue de te poursuivre, caverne infernale, où les furies vomissent à grands flots le poison de la discorde et que tes énergumènes vont semer dans toute la République et produire la dissolution entière de la France. Si les vrais républicains ne se rallient pas autour de la statue de la liberté. Rome, au fer, n'eut qu'un Néron, et la France libre en a 100. Citoyens, ouvrez les yeux et ne perdez pas de vue ce qui suit. J'apporte moi-même mon placard chez l'afficheur de la commune qui en demanda la lecture. Sa femme, que je comparais dans ce moment à la servante de Molière, souriait et faisait des signes d'approbation pendant le cours de cette lecture. « Il est bon, dit-elle, je l'afficherai demain matin. » Quelle fut ma surprise le lendemain. Je ne vis pas mon affiche. Je fus chez cette femme lui demander le motif de ce contretemps. Son ton et sa réponse grotesque m'étonnèrent bien davantage. Elle me dit que je l'avais trompée, et que mon affiche gazouillait bien différemment hier qu'elle ne gazouille aujourd'hui. C'est ainsi, me disais-je, que les méchants parviennent à corrompre le jugement saint de la nature. Mais ne désirant que le bien de mon pays, je me portais à dire à cette femme que je ferais un auto-da-fé de mon affiche, si quelque personne capable d'en juger lui eût dit qu'elle pouvait nuire à la chose publique. Cet événement m'ayant fait faire quelques réflexions sur la circonstance heureuse qui paraissait ramener les départements, m'empêcha de publier cette affiche. Je la fis passer au comité du salut public, et je lui demandai son avis, que j'attendais sa réponse pour en disposer. 2 jours après, je me vis arrêté et traîné à la mairie, où je trouvais le sage, le républicain, l'impassible magistrat Marino. Toutes ces rares qualités, vertus indispensables de l'homme en place, disparurent à mon aspect. Je ne vis plus qu'un lion rugissant, un tigre déchaîné, un forcené sur lequel un raisonnement philosophique n'avait fait qu'irriter les passions. Après avoir attendu 3 heures en public son arrêt, il dit, en inquisiteur à ses sbires, « Conduisez madame au secret, et que personne au monde ne puisse lui parler. » La veille de mon arrestation, j'avais fait une chute. Je m'étais blessé à la jambe gauche. J'avais la fièvre, et mon indignation ne contribua pas peu à me rendre la plus infortunée des victimes. Je fus enfermé dans une mansarde de 6 pieds de long, sur 4 de large, où se trouvait placé un lit. Un gendarme qui ne me quittait pas d'1 minute, jour et nuit. Indécence dont la Bastille et les cachots de l'Inquisition n'offrent point d'exemple. Ces excès sont une preuve que l'esprit public est tout à fait dégénéré.
et que les Français touchent au moment de leur fin cruelle. Si la Convention n'expulse ces hommes qui renversent les décrets et paralysent entièrement la loi. Je n'ai cependant qu'à me louer de l'honnêteté et du respect des gendarmes. J'ajouterai même que ma douloureuse situation leur arracha plus d'une fois des larmes. La fièvre que j'avais toutes les nuits, un amas qui se formait dans ma jambe, tout appelait vers moi, quand j'aurais été criminel, les secours bienfaisants de la sainte humanité. Ah, Français, je ne peux me rappeler ce traitement sans verser de larmes. Vous aurez de la peine à croire que des hommes, des magistrats soi-disant populaires, aient poussé la férocité jusqu'à me refuser pendant 7 jours de faire appeler un médecin et de me faire apporter du linge. 20 fois, la même chemise que j'avais trempée de mes sueurs se ressécha sur mon corps. Une cuisinière du maire de Paris, touchée de mon état, vint m'apporter une de ces chemises. Son bienfait fut découvert, et j'appris que cette pauvre fille avait reçu les reproches les plus amers de son humanité. Quelques honnêtes administrateurs furent si indignés de ce traitement qu'ils déterminèrent l'époque de mes interrogatoires. Il est aisé de reconnaître, dans ces incroyables interrogatoires, la mauvaise foi et la partialité du juge qui m'interrogeait. « Vous n'aimez pas les Jacobins, me dit-il, et ils n'ont pas droit de vous aimer non plus. »« J'aime, monsieur, lui répondis-je, avec la fierté de l'innocence, les bons citoyens qui composent cette société. Mais je n'en aime pas les intrigants. » Il fallait, je le savais d'avance, flatter ces tigres, qui ne méritent pas de porter le nom d'homme, pour être absoutes. Mais celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre. Je les défiais. Ils me menacèrent du tribunal révolutionnaire. « C'est là où je vous attends, leur dis-je. » Il fallut mettre les scellés sur mes papiers. Le 9e jour, je fus conduite chez moi par 5 commissaires. Chaque papier qui tombait entre leurs mains était de nouvelles preuves de mon patriotisme et de mon amour pour la plus belle de toutes les causes. Ces commissaires, mal prévenus d'abord, et surpris de trouver tout à ma décharge, n'eurent point le courage d'apposer les scellés. Ils ne purent s'empêcher de convenir, dans leur procès-verbal, que tous mes papiers manuscrits et imprimés ne respiraient que patriotisme et républicanisme. Il fallait me délivrer. C'est ici que mes juges s'embarrassent. Revenir sur leurs pas, à réparer une grande injustice en me priant d'oublier cet odieux traitement, un tel procédé n'est pas fait pour des âmes abjectes. Ils trouvèrent plus agréable de me transférer à l'abbaye, où je suis depuis 3 semaines, placé dans une de ces chambres où l'on voit le sang des victimes du 2 septembre imprimé sur les murs. Quel spectacle douloureux pour ma sensibilité. En vain je détourne les yeux. Mon âme est déchirée. Je péris à chaque minute du jour, sans terminer ma déplorable vie. Ce récit fidèle, bien au-dessous du traitement odieux que j'ai reçu, va fixer le tribunal révolutionnaire sur ma cause et mettra fin à mes tourments. Quelle sera sa surprise, et celle de la masse entière des Français, quand ils apprendront, malheureusement trop tard, que mon projet des 3-1 pouvait sauver la France du joug honteux dont elle est menacée. Quand enfin, par une de ces grandes mesures que la Providence inspire aux belles âmes, je réveillais l'honneur de la nation, et je la forçais à se lever tout entière pour détruire les rebelles et repousser l'étranger. Cette affiche et mon mémoire, qui ne peuvent se placarder par l'étendue de la matière, vont, par le moyen de la distribution à la main, éclairer le public. Oui, mes concitoyens, ce comble d'iniquité va servir mon pays. À ce prix, je ne me plains plus,
et je rends grâce à la malveillance de m'avoir fourni encore cette occasion. Et toi, mon fils, de qui j'ignore la destinée, viens, en vrai républicain, te joindre à une mère qui t'honore. Frémis du traitement inique qu'on lui fait éprouver. Crains que mes ennemis ne fassent rejaillir sur toi les effets de leur calomnie. On voit dans le journal de l'Observateur de l'Europe, ou l'Écho de la Liberté, à la feuille du 3 août, une lettre d'un dénonciateur gagé, daté de Tours, qui dit « Nous avons ici le fils d'Olympe de Gouges pour général. C'est un ancien serviteur du château de Versailles. » Il est facile de démentir un mensonge aussi grossier. Mais les machinateurs ne cherchent pas à prouver. Il leur suffit seulement de jeter de la défaveur sur la réputation d'un bon militaire. Si tu n'es pas tombé sous les coups de l'ennemi, si le sort te conserve pour essuyer mes larmes, abandonne ton rang à ceux qui n'ont d'autre talent que de déplacer les hommes utiles à la chose publique. Viens, en vrai républicain, demander la loi du talion contre les persécuteurs de ta mère. Vous avez écouté l'adresse au tribunal révolutionnaire d'Olympe de Gouges, datée de septembre 1793, élue par Hubert Camus en janvier 2022.